Comment trouver l'espace suffisant pour construire un nouvel aéroport international dans un endroit tel que Hong Kong? Pour y parvenir, il a fallu concevoir l'un des projets les plus ambitieux du XXe siècle. C'était une idée folle, construire l'un des aéroports les plus fréquentés du monde ici, en pleine mer, et dans une région traversée par les typhons. Ce projet démentiel n'a pu devenir réalité que grâce à l'incroyable ingéniosité des constructeurs. Pour y parvenir, il a fallu le concours d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale, d'un appareil espion datant de la guerre froide, d'une pompe conçue il y a 8 siècles, d'une fanfare et d'une voiture de course de 1937. Oh là! La plupart des voyageurs qui passent par l'aéroport Sheikh Lap Kok de Hong Kong ignorent à quel point la construction représente un tour de force. Il y a 15 ans, je n'aurais pas pu descendre ici, du moins pas sans une combinaison de plongée. Le terrain occupé par l'aéroport a dû être conquis sur la mer. C'est l'un des plus grands chantiers de drainage du XXe siècle. Et il n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide d'une pompe inventée au XIIIe siècle. Ce terrain n'existait pas. Pas de route, pas de piste, pas de bâtiment. Il n'y avait rien. Rien d'autre que la mer. Mais pourquoi s'est-on lancé dans un projet aussi pharaonique ? Dans les années 1980, Hong Kong se développe à un rythme effréné. L'ancien aéroport de Kai Tak atteint son point de saturation. Or, l'approche de l'aéroport de Kai Tak était déjà réputée pour sa dangerosité. Le souffle des réacteurs fait sécher le linge sur les terrasses. La ville a besoin d'un nouvel aéroport, mais il n'y a plus de place. Tous les terrains sont construits. La ville est coincée, à l'étroit entre les montagnes et la mer. L'espace est une denrée rare et chère à Hong Kong. Et les habitants ont appris depuis longtemps à l'utiliser de manière optimale et créative. Mais lorsque les promoteurs ont montré leur plan, tout le monde, même ici, en est resté bouche bée. Les ingénieurs du projet se sont tournés vers la mer. Ils ont tout d'abord nivelé à la dynamite 2 îlots situés au large de Hong Kong, Sheikh Lap Kok et Lam Chau. Le projet consiste à les unir pour en faire un grand terrain d'un seul tenant. Mais le fond du bras de mer qu'ils doivent combler est mou, tapissé de boue marine jusqu'à 20 mètres de profondeur. Or, le terrain doit être le plus stable possible. Il a donc fallu enlever la vase, toute la vase. Les promoteurs font appel à la plus grande flotte de dragage jamais réunie pour pomper la boue. Les dragues sont comme d'énormes aspirateurs et leurs engins fonctionnent sur un principe inventé il y a 8 siècles, dans ce qui est à présent la Turquie. À cette époque, un roi voulait irriguer des terres arides situées en surplomb d'une rivière pour les transformer en une prairie fertile. Ça ressemble au début d'un conte de fées. Le genre où celui qui réussit obtient la main de la princesse et celui qui rate est exilé à jamais. Un génial inventeur nommé Al-Jazairi relève le défi de faire remonter l'eau vers un niveau supérieur et invente la première pompe aspirante. Le professeur Al-Hassani est un spécialiste des technologies anciennes.
Voici l'invention en question, enfin une réplique. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est censé être une pompe aspirante. Une pompe aspirante, mais il n'y avait pas de vélo en l'an 1206. En 1206, donc qu'est-ce que ça représente? Le vélo remplace la roue qui tournait grâce au courant de la rivière. Donc c'est la rivière elle-même qui fournissait l'énergie nécessaire à pomper l'eau, qui était acheminée vers les villages des collines. Exactement. Quelqu'un doit fournir l'énergie aujourd'hui et j'imagine que ce n'est pas vous. Vous avez raison. J'ai compris. Je ne m'attendais pas à cette petite séance d'entraînement. Ce piston est la pièce maîtresse de la machine. Comme une seringue, il aspire l'eau de la mare vers les deux compartiments à valve, puis vers l'évacuation. Les valves souples empêchent l'eau de redescendre. Et si l'on peut aspirer de l'eau, on peut également aspirer de la vase. L'eau pompée est claire. Mais si on agite le fond de la mare, les sédiments sont pompés en même temps que l'eau. C'est le principe du dragage. L'invention d'Al-Jazairi au XIIIe siècle servira à Hong Kong à la fin du XXe siècle. La pompe d'Al-Jazairi aspire l'eau et les dragues de Czech Lapcock aspirent la vase au fond de la mer. Un peu plus vite que moi, il est vrai. 10 tonnes par seconde pendant 2 ans. Il faudrait beaucoup de vélos pour ça. Une fois que toute la vase est extraite, les ingénieurs disposent d'une surface stable sur laquelle ils peuvent construire. En 1995, l'île artificielle destinée à recevoir le nouvel aéroport est achevée. Construire l'aéroport international de Hong Kong sur un terrain gagné sur la mer de Chine résout le problème de l'espace. Mais dans un tel endroit, les avions sont exposés à des phénomènes météorologiques dangereux. L'aéroport se trouve en effet dans une région traversée par de nombreux typhons. Mais les météorologues peuvent prévoir longtemps à l'avance l'arrivée des typhons. Ce sont des phénomènes bien plus discrets qui menacent les avions à l'atterrissage et au décollage. C'est un autre genre de phénomène qui doit inquiéter les pilotes, car il est moins prévisible et peut représenter un danger mortel. Il s'agit des vents cisaillants. Les turbulences appelées cisaillements sont constituées par de brusques variations de la vitesse ou de la direction des vents. Et de ce point, l'aéroport de Hong Kong est situé dans une zone à haut risque. Entre les montagnes et l'océan, de tels phénomènes sont très fréquents. Les vents cisaillants peuvent affecter la poussée et la portance des avions, les déstabiliser et provoquer des catastrophes. Les appareils peuvent littéralement tomber ou être déviés de leur trajectoire. Heureusement, à Hong Kong, il existe un système de protection contre les vents cisaillants. Étonnamment, ce système doit beaucoup à une fanfare. Au XIXe siècle, un savant néerlandais nommé Christophorus Buys-Ballot demande à une fanfare de l'aider à vérifier les théories révolutionnaires de Christian Doppler. Selon ces théories, on pourrait savoir si un objet s'approche ou s'éloigne d'un observateur en mesurant les variations de fréquence. Il y a plus de 150 ans, des musiciens semblables à ceux-ci ont permis de démontrer un principe physique bien connu de nos jours. Mais à l'époque, on avait besoin de l'expliquer et de le démontrer scientifiquement. En 1845, Buys-Ballot fait monter une fanfare dans un train, car pour que l'expérience soit probante, il faut que les musiciens se déplacent vers nous et s'éloignent rapidement. Pour éviter à ces jeunes musiciens de transporter tout leur attirail jusqu'à la gare la plus proche, nous utiliserons un moyen moderne plus pratique et tout aussi efficace. Le bruit n'est pas à proprement parler de la musique, mais ce modèle réduit se déplace rapidement. Écoutons attentivement le bruit du moteur.
À mesure qu'il s'approche puis s'éloigne, le bruit change. Et ce n'est pas seulement le volume qui augmente puis diminue, la fréquence change aussi. On appelle cela l'effet Doppler. Le principe est le suivant. L'avion produit des ondes sonores qui se rapprochent les unes des autres quand il avance vers nous. La fréquence augmente, ce qui produit un son plus aigu. Quand il s'éloigne, les ondes s'éloignent les unes des autres. La fréquence baisse et le son que nous percevons devient plus grave. Mais à quoi peut servir l'effet Doppler quand il s'agit de détecter les vents cisaillants, ces turbulences invisibles et capables de provoquer des catastrophes? À Hong Kong, l'effet Doppler a permis de mettre au point un système de détection précoce des vents cisaillants. La première ligne de défense de l'aéroport est située à 12 km des pistes. Check Lapcock est juste devant nous, à l'horizon. Vous pouvez me croire, même si on ne voit pas grand-chose, à part les tours. Là-haut, nous apercevons un radar du système de détection des vents cisaillants et des turbulences. Il est loin des pistes, mais il n'y a pas d'obstacle. Que la mer entre le radar et l'aéroport. Le radar repère les turbulences en détectant les mouvements des gouttelettes d'eau présentes dans l'atmosphère. Celle que produit la pluie le plus souvent. Les ondes émises par le radar rebondissent sur les gouttes d'eau et reviennent vers le radar. On peut ainsi savoir si la pluie s'éloigne ou se rapproche en mesurant les changements de fréquence des ondes reflétées. De la même manière que le bruit de l'avion change de fréquence en passant à côté de nous. De grands changements de fréquence révèlent aux pilotes la présence des vents cisaillants. Même ici, tout près, rien ne permet de deviner que cette grande structure silencieuse veille 24 heures sur 24 et transmet aux pilotes des informations précieuses sur les caprices de l'atmosphère aux alentours de l'aéroport. Ça leur évite que la nature leur joue un vilain tour. Mais qu'arrive-t-il si les gouttelettes d'eau sont trop petites pour être détectées ou si l'air est trop sec? Le radar Doppler en devient aveugle. Les autorités de l'aéroport ont donc mis en place un second système Doppler pour détecter les menaces invisibles. Tout ce qui bouge en émettant un son produit un effet Doppler. Les sirènes de police, les avions ou une fanfare dans un train. Mais il n'y a pas que le son. On peut également détecter le changement de fréquence d'un autre type d'onde, celle de la lumière. À Hong Kong, on utilise un type particulier de lumière pour exploiter l'effet Doppler. Voici une petite expérience. Je vais essayer de vous montrer comment on peut détecter et visualiser les turbulences. Je dispose ici d'un gros ventilateur. J'allume le ventilo qui va créer un flux, un courant d'air continu, tout simplement parce que je l'ai allumé. Mais si vous ne voyez pas le ventilateur, vous ne pourriez pas savoir qu'il existe ce courant d'air. L'air est transparent. Le courant est invisible et c'est là qu'est le danger pour les avions. Steve va utiliser son hélicoptère pour vérifier que le ventilo tourne et que le courant d'air est bien présent. La trajectoire est rectiligne. Oh non! Donc le ventilateur tourne. Pas de doute. On peut éteindre le ventilo, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr, personne n'est surpris. Mais que se serait-il passé si le pilote de notre hélicoptère avait pu voir ce vent cisaillant? Il aurait certainement réagi et les choses se seraient passées autrement. Or, à Hong Kong, on dispose d'un moyen de rendre visible ce qui est invisible.
Et le principe repose sur le fait que l'air qui nous entoure et qui nous semble transparent est en fait plein de milliards de petites particules. Je ne parle pas seulement des poussières que l'on peut voir danser dans un rayon de soleil. Il y a surtout des particules microscopiques. Plus d'une centaine tiendraient dans l'épaisseur d'un cheveu. Et si l'on parvient à voir bouger ces particules, on peut également visualiser les flux d'air. J'allume le ventilo. Voici le courant d'air, le vent cisaillant. Et je vais ajouter des particules. Voilà, ça marche. Enfin, ça marche un peu. Mais je pense qu'on peut améliorer ça en ajoutant autre chose. Pour mieux les voir, j'ai besoin de lumière. Bien sûr, il y a déjà de la lumière, puisque vous pouvez me voir. Mais il me faut une lumière spécifique, que je peux diriger à ma guise. Mais tout d'abord, allumons le ventilateur. Nous avons le vent, le courant d'air. À présent, s'il vous plaît, on introduit les particules microscopiques. La farine. On ne voit pas grand-chose. Mais si j'allume la torche, soudain la lumière est réfléchie par les particules en mouvement. Et je peux les voir. Si j'éteins, rien, on ne voit plus rien. Dans le faisceau de la torche, on les voit bouger. Et c'est ce qu'ils ont fait à Hong Kong. On coupe le ventilo, merci. Bien sûr, personne ne se promène sur les pistes avec des sacs de farine qu'ils jettent en l'air. On se souvient que les particules microscopiques sont déjà présentes partout dans l'atmosphère qui nous entoure. Et au lieu de lampes torches, on utilise des rayons laser. Ce cube discret situé sur un toit de l'aéroport et qui émet les faisceaux laser est appelé LIDAR. Nous allons jeter un coup d'œil à l'intérieur en compagnie de Monsieur Chan, responsable météo de l'aéroport. On dirait un abri de transfo. Alors ça sert à quoi tout ça? Ça sert à détecter et à mesurer les turbulences au-dessus de l'aéroport. L'aéroport de Hong Kong a été le premier à utiliser ce type d'appareil pour protéger les avions contre les vents cisaillants. Le LIDAR, basé sur l'effet Doppler, permet de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Et dire que tout ça est possible grâce à une fanfare. Il ne reste plus qu'à construire l'aérogare de Hong Kong, qui compte parmi les espaces clos les plus vastes du monde. Une formalité. Sauf que, à l'époque, le compte à rebours a commencé. Le gouvernement britannique doit restituer Hong Kong à la Chine. Il faut que l'aéroport soit terminé avant cette date, et les ingénieurs n'ont plus que 3 ans pour construire l'une des plus grandes aérogares du monde. Or, les délais ne constituent pas le seul problème auquel ils sont confrontés. Les architectes de l'aéroport doivent concevoir des bâtiments gigantesques. L'aérogare est l'un des espaces clos les plus grands du monde. Et ils veulent également une structure légère et aérée. Un grand espace requiert un grand toit. 700 mètres de large sur 1 km de long. Des dimensions exceptionnelles. Les architectes tiennent à un dessin audacieux en forme de vague, rappelant celle de la mer de Chine qui l'environne. Pour les ingénieurs, c'est un cauchemar. Normalement, une toiture de cette taille requiert l'utilisation d'un grand nombre d'énormes piliers capables d'en supporter le poids. Mais les architectes refusent les structures massives qui alourdiraient l'aspect léger et lumineux de l'aérogare. C'est un espace immense et il n'y a pratiquement aucun obstacle s'opposant à la libre circulation des voyageurs. Voici l'un des piliers qui soutient la toiture. Le plus proche se trouve là-bas et dans l'autre direction, tout là-bas. Les portées sont immenses. Mais comment des piliers aussi minces et aussi peu nombreux parviennent-ils à soutenir une telle toiture? Réponse, le toit est très léger. L'inconvénient, c'est que normalement, un toit léger n'est pas très solide. Or, allier légèreté et solidité est un impératif auquel sont toujours confrontés les constructeurs d'avions.
Devant le problème, les ingénieurs ont levé les yeux au ciel et ils ont trouvé l'inspiration en voyant un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Le Wellington, c'est un bombardier bimoteur utilisé lors des raids de nuit contre l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Les concepteurs voulaient un engin particulièrement solide. Et l'ingénieur anglais Barnes Wallis invente une façon révolutionnaire de rendre une structure à la fois légère et solide. L'avion semble fait d'air plus que de métal, et le secret réside dans la façon d'agencer les matériaux. Ce n'est pas la quantité de métal qui compte, mais la géométrie de l'assemblage. Une petite expérience va nous montrer comment une quantité moindre d'acier peut supporter un poids supérieur. Quand on est prêt, on le pose entre les barres. Mon conseiller technique n'est pas n'importe qui. Martin Manning a été ingénieur en chef sur le chantier de l'aéroport international de Hong Kong. C'est bon, on peut redescendre. D'abord, à une poutrelle d'acier standard comme celle que l'on utilise dans le bâtiment un peu partout dans le monde, nous allons suspendre un poids de 2,5 tonnes, l'équivalent de 2 voitures de tourisme. Bien, on y va. Les chaînes de la grue descendent et la poutrelle supporte à présent tout le poids. Elle commence à ployer. Ouais, c'est visible. Cette poutrelle de 130 kg supporte un poids de 2,5 tonnes. Mais qu'arrive-t-il si l'on passe à 3,5 tonnes? C'est parti. Voyons voir ce qui arrive. La grue commence à transférer le poids sur la poutrelle et... Oh, ma parole, elle n'aime pas ça du tout. Pas la peine d'aller plus loin. C'est fini, elle a cédé. Pas de doute. C'est beaucoup trop lourd. La poutrelle d'acier a plié d'un seul coup quand on a accroché 3,5 tonnes. Pour qu'elle tienne, il faudra employer une poutrelle plus grosse et donc plus lourde. Et c'est justement ce qu'on a voulu éviter à Hong Kong. Nous allons envoyer la poutrelle suivre une cure amaigrissante qui va la rendre étonnamment plus forte. Pensons au bombardier Wellington. La solution est simple à faire de géométrie. On peut améliorer les résultats avec la même quantité de métal, mais sous une autre forme, en l'arrangeant autrement. Oui, tout à fait. Et c'est ce que nous allons faire à présent. Oui. On va d'abord enlever l'autre poutrelle qui est toute tordue. Inutilisable. Nous voilà bien. Inspiré par la structure du Wellington, nous avons fabriqué un treillis de triangle d'acier. La nouvelle poutrelle pèse quelques 20 kg de moins que la précédente. Et pourtant, si nos calculs sont bons, elle devrait supporter un poids supérieur. Le poids est réparti sur toute la longueur du treillis. Et c'est pour ça qu'il ne pliera pas. C'est en tout cas ce que prétend Martin. Tu es sûr qu'elle va tenir? Oui. Juste à cause de sa forme. Je fais confiance à Martin et nous allons accrocher un poids beaucoup plus important. Allez-y, on met tout. Tout? Oui, tout. On charge toutes les plaques de béton que l'on trouve. Ce qui fait 4,5 tonnes, 1 tonne de plus que lors du dernier essai. Et rappelons-nous que ce treillis est un peu moins lourd que la poutrelle. Il est posé, c'est fait. On laisse descendre à présent. La poutrelle avait déjà cédé à ce point. Regardez. Ça ne bouge pas. 4 tonnes de béton plus une demi-tonne d'acier. Le treillis supporte facilement un poids de 4,5 tonnes. La preuve est faite. La poutrelle a cédé à 3 tonnes et demie. Elle aurait sans doute tenu jusqu'à 2 tonnes 750, pas plus. On est presque au double avec le treillis. C'est un peu plus clair, n'est-ce pas? Cela prouve à quel point la façon d'organiser le métal est importante quant à sa résistance.
Notre treillis est composé de triangles très résistants, comme le bombardier Wellington. Un treillis d'acier courbe composé de triangles, c'est ce qu'ont utilisé les ingénieurs pour la toiture de l'aérogare de Hong Kong. L'espace de 36 mètres entre chaque pilier a pu être couvert grâce à des treillis énormes, mais légers. Le toit, tout là-haut, est presque autoportant et n'a pas besoin de gros piliers pour le soutenir, ce qui laisse beaucoup d'espace au sol pour que les voyageurs puissent se promener. Bien sûr, l'aérogare n'est que la coquille vide abritant les allées et venues des passagers. Elle abrite également tout ce qui va avec, par exemple les bagages. Les concepteurs de l'aéroport voulaient un système plus performant que tout ce qui existait ailleurs. Quelques 40 millions de bagages par an passent par l'aéroport international de Hong Kong et un fret de 3,5 millions de tonnes. Suivre à la trace tout cela constitue une tâche gigantesque. Quand j'enregistre mes bagages, j'espère qu'ils prendront le même avion que moi et qu'ils arriveront en même temps à destination. Et à Hong Kong, les concepteurs de l'aéroport ont tenu à tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des voyageurs. Dans le monde, la plupart des aéroports utilisent un système de code barre pour identifier le propriétaire et la destination des bagages. Mais la fiabilité de ce système ne dépasse pas 85%. Ce qui signifie que l'aéroport de Hong Kong pourrait égarer 6 millions de bagages par an, sans compter quelques milliers de tonnes de fret. Ce qui provoquerait de longues files d'attente devant le comptoir des réclamations. On a donc voulu mettre en place un système plus efficace. On avait besoin d'une technologie permettant d'identifier les bagages à une certaine distance et de manière plus fiable. L'inspiration est venue d'un appareil datant de la guerre froide. Moscou, 1952. On découvre dans l'ambassade des États-Unis un émetteur caché dans une réplique du Grand Sceau offert par les Russes 7 ans plus tôt. Il s'agit d'un émetteur passif fonctionnant sans batterie. Sidérée, la CIA baptise cet appareil la chose. Mais sans apport d'énergie, comment l'émetteur pouvait-il transmettre un signal ? La réponse a permis de mettre au point le système de tri des bagages de l'aéroport de Hong Kong. Les espions russes envoyaient vers la chose une fréquence radio spécifique qui fournissait l'énergie à un micro-émetteur capable de diffuser les secrets de l'ambassadeur. Et c'est le même principe d'un émetteur passif qui permet de trier les bagages à Hong Kong. Mais de quelle façon ? Eh bien, ironiquement, la technologie des espions russes sert à trier des choses ou des êtres qui ont tendance à s'égarer, par exemple les brebis. Au fin fond de la campagne anglaise, nous avons trouvé un éleveur, Richard Weber, qui parvient à gérer son troupeau grâce à des émetteurs passifs semblables à la chose. C'est quoi cette chose ? C'est une marque d'oreille de couleur Ouais. qui contient une puce électronique. Donc voici la puce. Exact. Quand on l'active, elle attribue automatiquement un numéro. C'est la base de tout le système. Avec ça, nous allons identifier l'un des agneaux. Oui. Ça va devenir sa carte d'identité, en somme, qu'il va garder toute sa vie. C'est ça. Il sera relié à celui de la mère à travers le lecteur. Vous pouvez me tenir l'agneau D'accord. pendant que je place la marque? On va t'accrocher une boucle d'oreille. C'est très joli, très tendance. Très bien. À présent, l'appareil va lire la puce. La puce transmet les informations au lecteur. Le programme me demande s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Ce n'est pas écrit dessus. Il faut palper entre les pattes. Excusez-moi. C'est un garçon. Un garçon, d'accord. Là, on nous demande la race. Mouton. Normalement, avec la tête noire, c'est la race Suffolk. Et voilà, c'est fait. Alors désormais, quand le lecteur que vous tenez dans la main activera la puce, elle lui transmettra toutes les informations qu'elle contient.
Le bagage, l'agneau, porte un microprocesseur de radio-identification, appelé RFID. Mais comment l'éleveur s'y prend-il pour trier des milliers de moutons grâce à ce marquage électronique? J'ai demandé à Richard Weber de diviser des moutons en 3 groupes différents, selon leur race, avant de les mélanger. Puis, nous tenterons de renvoyer chaque mouton vers son enclos d'origine. Chaque groupe, dans chacun des 3 enclos, porte un collier de couleurs différentes. D'accord, nous avons donc le groupe jaune. Oui. Le groupe rouge, là-bas, et un 3e groupe sans collier. Nous allons les mélanger, puis les faire passer dans le couloir de triage, où la puce sera lue, et chaque mouton sera dirigé vers son enclos d'origine. D'accord, nous allons donc mélanger les bêtes des 3 groupes, et cet appareil se chargera de les trier. C'est ça. Ce n'est pas que je me méfie, mais je voudrais corser un peu le test avant de les mélanger. Oh oui, pourquoi pas. Tout d'abord, je dois attraper un mouton, ce qui n'est pas si facile. Par ici. Je veux vérifier que la machine lit bien les puces qu'il porte à l'oreille et que quelqu'un ne les trie pas à mon insu en se fiant uniquement à la couleur du collier. Je vais donc mélanger un peu les colliers et voir si le tri se fait malgré tout correctement. L'aide d'un chien serait appréciée. Il ne m'écoute pas, hein. Faites des bruits bizarres. Des bruits bizarres? J'arrête pas. Alors, les 3 groupes sont à présent mélangés et nous allons les trier grâce à cet appareil, je suppose. Ouais. C'est parti. Un collier jaune. S'il s'agit bien d'un vrai collier jaune, il ira tout droit. Un portillon s'ouvre et l'autre se ferme. Exact. C'est fascinant, hein, ça se fait tout seul. Collier rouge, c'est bon. À l'entrée du couloir de tri, un appareil envoie un signal radio pour activer la puce d'identification, exactement comme pour l'émetteur espion. La puce répond en envoyant son numéro et le programme vérifie la race du mouton avant de l'envoyer vers son enclos et sans tenir compte de la couleur du collier. Il n'y a rien à faire, hein. Non, on peut aller déjeuner si on veut. L'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin d'être présent à lire des codes barres. Ça se fait tout seul. Le lecteur et la puce communiquent automatiquement entre eux pour effectuer le triage. C'est tout à fait ça. C'est un système si fiable que je vous parie sans livre que votre collier jaune et votre collier rouge se trouvent dans cet enclos et qu'il y aura un mouton sans collier dans cet enclos et un autre dans celui-là. Un éleveur qui parie de l'argent, j'ai tendance à me méfier. Vous avez l'air trop confiant, je vais me contenter de vérifier. Donc je cherche un collier jaune et un collier rouge au milieu de ce groupe sans collier. J'aperçois le jaune, le voici, et le rouge. Bien que j'ai tenté de brouiller les cartes, le système ne s'y est pas laissé prendre. L'information est toujours lue de manière fiable, et c'est un système semblable à celui-ci, sans les moutons bien sûr, qui permet le tri des bagages à l'aéroport international de Hong Kong sans avoir à les manipuler. L'aéroport de Hong Kong a été le premier à remplacer les codes barres par des puces de radio-identification, grâce aux espions russes. Les bagages peuvent ainsi être triés de manière fiable et à grande vitesse. Toutes les 24 heures, 40 000 bagages sont embarqués dans le bon avion avec une fiabilité de 97%. Ma valise est emportée à coup sûr vers mon avion et je vais bientôt la rejoindre à bord. Le temps de boire un café et de faire quelques achats. Une aérogare aussi spacieuse est un paradis pour les maniaques du shopping. Néanmoins, la taille des bâtiments pose un autre type de problème. Celui des typhons, ces puissantes tempêtes tropicales classées selon le degré de gravité des destructions qu'elles provoquent. Au sommet de l'échelle, les vents des typhons de catégorie 5 atteignent les 250 km/h. Quand il frappe Hong Kong, ce type de typhon cause d'énormes dégâts matériels et oblige tous les habitants à se terrer. Lors de tels phénomènes, la pression du vent pose des problèmes aux constructions les plus hautes, présentant de grandes surfaces verticales. Exactement comme celle-ci.
Pour protéger l'aéroport de Hong Kong contre les typhons, cette fois au lieu d'être inspirés par l'aéronautique, les ingénieurs se sont tournés vers l'automobile des années 1930. Avant sa construction, les ingénieurs savaient que l'aérogare devait résister à des phénomènes climatiques extrêmes. Résister, oui, mais comment et à quel point? Pour nous faire une idée des contraintes et des pressions subies par ce genre de bâtiment, nous pouvons nous contenter de calculs de résistance. Mais pour vraiment sentir ce qui se passe, nous allons nous rendre dans une soufflerie. Une grande soufflerie. J'ai demandé à l'ingénieur David Wayne la permission de jouer dans sa coûteuse soufflerie. Mon but est de ressentir physiquement la force des typhons et des vents qu'ils génèrent. Je vais me retrouver seul face au typhon. 130 km/h, 80 km/h, c'est plus qu'une brise, c'est sûr. Mais pourquoi ont-ils placé un matelas derrière moi? Ça souffle. David Wayne me signale qu'il commence à 40 km/h. Oh là, fait pas chaud, hein? 70 km/h, c'est du vent de force 8 ou 9. Je sens la pression du vent contre mon corps. Et je ne suis pas très grand. Imaginez la pression sur la façade d'un grand bâtiment à cette vitesse. David pousse jusqu'à 100 km/h. Heureusement que je ne porte pas de perruque. Puis nous passons à 112 km/h. Puis 130 km/h. C'est le maximum pour cette soufflerie. Et c'est la vitesse des vents provoquée par un typhon de catégorie 1. Pour la catégorie 5, c'est presque le double. Bon, je pense que j'en ai une idée assez précise à présent. Parfois, les chiffres, les calculs ne suffisent pas. Et il faut se rendre compte par soi-même, physiquement, pour bien comprendre. Et là, j'ai bien compris que l'air en mouvement peut exercer une pression extraordinaire, même sur un petit bonhomme comme moi. Sur des objets de la taille d'un immeuble, les pressions sont incroyables. Les façades de l'aérogare ont été renforcées. Mais tout n'est pas si simple pour les architectes, car la pression des vents s'exerce de manière différente sur la toiture. Pour voler, tous les avions, ici comme ailleurs, s'appuient sur un phénomène, la portance. Et cette portance est créée par le mouvement rapide de l'air au contact d'une surface. Or, le toit de l'aérogare constitue une très grande surface. Et au contact des vents forts, cela peut engendrer de très gros problèmes. Nous retournons dans la soufflerie pour voir ce qui arrive quand une toiture arrondie est exposée à un typhon. Voici ma maison. Elle est très petite, c'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Et j'ai ici un toit, dont la forme est semblable à celui de l'aérogare de Hong Kong. Ce que je veux, c'est comprendre les théories selon lesquelles la forme du toit ressemble à celle d'une aile d'avion, ce qui peut créer de la portance et faire que toute la toiture s'envole. Je comprends, mais je veux en faire l'expérience par moi-même. Donc j'ai le toit, j'ai le bâtiment, je dispose de la soufflerie, tout ce qu'il faut pour cette expérience. Bon, ce n'est pas très confortable, mais ça ira. J'ai besoin de mon toit, s'il vous plaît. Nous allons voir ce que ça donne. Ah oui, détail important. L'équipement qui nous entoure coûte très cher et j'accroche ces chaînes au cas où le toit s'envolerait. Il vaut mieux qu'il n'endommage pas les pales des ventilos à l'autre bout du couloir.
Voilà qui est fait. C'est bon. Rappelons-nous que la soufflerie peut générer un vent de 130 km/h, soit la vitesse d'un typhon de catégorie 1. Nous allons voir si cela suffit à emporter mon toit. Je pense que vous pouvez voir le vent qui passe au-dessus du toit. Mais pour le moment, pas de portance. La vitesse est de 40 km/h. Le vent souffle de plus en plus fort. Le toit est toujours là. Les cloisons commencent à vibrer sous la pression frontale du vent. Il s'est passé quelque chose. Le toit a bougé. Ouais, je crois que c'est ce qui se passe. Voilà! Tout à coup, le toit s'est soulevé. À seulement 55 km/h, le toit a failli être arraché. Ma maison est dans un triste état. Les chaînes vont se briser. On peut sentir l'effet de portance. À partir d'un seuil critique, pouf, le toit peut s'envoler comme une aile d'avion. Bon, le grand méchant loup ne m'a pas mangé et j'ai pu sentir les deux types de pression s'exerçant sur le bâtiment. Tout d'abord sur la façade, qui pousse dans cette direction. Et puis, quand la vitesse augmente, encore et encore, c'est le toit qui peut s'envoler. Et pas que de manière parallèle au vent. On sent qu'il est tiré vers le haut. Ce sont deux types de pression très différents. Le premier frontal qui pousse la maison et le second qui soulève le toit. Grave problème. Pour éviter qu'un toit ne s'envole, on peut le fixer solidement au bâtiment, ce qui implique une structure très massive. Or, précisément, les architectes de l'aérogare tiennent à la légèreté de l'ensemble. La solution finalement retenue privilégie la souplesse et doit beaucoup à une technique inspirée par la suspension d'une voiture de course des années 1930. La voici. C'est la Silver Arrow, une voiture de compétition. Elle est la première à être équipée d'une suspension révolutionnaire, développée par Mercedes et qui l'aidera à dominer la saison des Grands Prix en 1937. Le succès de cette suspension est tel que très vite, outre les voitures de course, elle va équiper la plupart des véhicules construits en série, et jusqu'à aujourd'hui. La voici, la suspension à triangulation. Les triangles d'acier renforcés n'autorisent qu'un mouvement vertical de la roue, qui ne peut se déplacer dans aucune autre direction. Dans nos ateliers, j'ai mis au point une petite expérience comparant les avantages de la souplesse par rapport à la rigidité. C'est la fable du chêne déraciné par la tempête alors que le roseau plie mais ne rompt pas. L'expérience va illustrer l'avantage de la souplesse sur la rigidité et vous montrer pourquoi l'on a choisi cette solution à Hong Kong. Voici une voiture. Ce n'est pas la mienne, rassurez-vous. J'ai fait souder les suspensions. La voiture ne bouge plus du tout quand je m'appuie dessus. Elle forme un bloc rigide. Mais assez parlé. Soulevez-la, s'il vous plaît. Je vais m'écarter prudemment. C'est prêt? Lâchez. Affreux. Nous allons voir ce qui s'est passé. La suspension a été soudée et il n'y a donc plus de souplesse, si bien que les amortisseurs sont passés à travers le capot. Elle est fichue. C'était l'approche rigide du problème. Voyons à présent l'approche souple. La suspension de cette voiture n'a pas été modifiée. Voici une nouvelle voiture tout à fait normale avec une bonne suspension.
Mais je ne cherche pas à vous la vendre. C'est juste pour vous montrer la différence avec la précédente. Nous allons lui faire subir exactement la même épreuve. On soulève ? J'avoue que c'est un peu brutal. Allez-y, lâchez tout! Ce n'est pas vraiment un atterrissage en douceur. Nous allons voir à présent dans quel état elle se trouve. La suspension fonctionne. Derrière et devant, sa souplesse l'a protégée. Mais est-ce qu'elle peut encore rouler? Il faut déjà qu'elle démarre. Alors, voyons voir ça. La suspension à triangulation a inspiré les ingénieurs qui ont conçu la fixation entre le toit et des parois de l'aérogare de façon à lui permettre de bouger en cas de typhon. À ceci près que les triangles autorisent 3 types de mouvements au lieu d'un seul. Le toit se soulève comme une aile d'avion, c'est le mouvement vertical. Mais le vent fait également pencher la paroi et le toit doit pouvoir glisser horizontalement. Et pour une plus grande souplesse, un roulement à billes autorise les mouvements de torsion. « 1300 fixations de ce type permettent au toit de résister en souplesse aux puissants typhons, grâce à la suspension d'une voiture des années 1930. Je suis sur le point d'embarquer. Je suis certain que mes bagages sont dans la soute et que l'avion décollera en toute sécurité. Mission accomplie pour les ingénieurs de l'aéroport de Hong Kong. Les avions décollent et atterrissent, mais rares sont les passagers qui imaginent les prouesses techniques nécessaires pour construire cet aéroport. Des prouesses rendues possibles par une pompe inventée il y a 8 siècles, une fanfare, du matériel d'espionnage datant de la guerre froide, un bombardier de la Seconde Guerre mondiale et une voiture de course de 1937.